Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Je suis ravie Alors, de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Alors, désolée pour ces 2-3 petites minutes de retard. c'est ma faute en plus. Il n'y a aucun souci. Est-ce que vous nous entendez bien? Première chose, vous pouvez nous écrire dans le chat. Parfait. Bonjour, bonjour à tous ceux qui se connectent au fur et à mesure. Pour l'instant, on est plus d'une soixantaine. Ça fait très plaisir de voir qu'il y a plein de personnes intéressées sur le sujet. J'espère qu'on va pouvoir vous apporter un petit peu de soleil avec ce webinaire. Merci Antoine d'être là. Mais de rien, je suis ravi d'être là. D'avoir accepté ce webinaire. Donc, le climat RSE, sujet has-been, comment redonner du sens à l'engagement en entreprise. On a eu, en ce moment, il y a quand même quelques sujets. Il y a le backlash sur la RSE, crise d'intention collective. On a l'impression que la RSE, ça perd un peu de son éclat en ce moment. Mais pourtant, le dérèglement climatique, lui, ne prend pas de pause, malheureusement. Donc, j'ai le plaisir d'échanger aujourd'hui avec toi, Antoine Poincaré, qui est le directeur de la Climate School d'AXA Climate. Et pour comprendre comment on est arrivé là, avec ce backlash RSE notamment, mais surtout, comment on s'en sort, quelles sont les bonnes pratiques. Donc, au programme, on va voir un peu pourquoi la RSE semble au fond du sac cette année, ce qui fonctionne encore pour mobiliser autour du climat, de la RSE, et des pistes concrètes, du coup, pour retrouver du sens et garder le cap, rester motivé malgré parfois ces mauvais temps. Donc, bravo à tous d'être là aujourd'hui pour ce sujet. On accueille encore quelques personnes. Bonjour Julia, bonjour Marc qui vient juste de nous rejoindre. Donc on va parler backlash, forcément promesses qui sont pas toujours tenues, l'adaptation à plus 4 degrés, l'IA, etc. Mais vous allez découvrir tout ça au fur et à mesure. Bien sûr, on dédiera un temps de questions-réponses à la fin de cet échange. Avant, juste, je voulais vous présenter Indigo en 2 mots, qui a l'honneur donc d'organiser ce webinaire avec AXA. Donc Indigo, c'est l'école de la RSE. On a 3 écoles, Lyon, Maestro et Indigo, donc au sein d'un campus qui s'appelle Maria School. Mais aujourd'hui, on vous parle au nom d'Indigo, donc l'école de la RSE qui forme plus de 6000 apprenants tout au long de leur carrière professionnelle, puisqu'on s'adresse essentiellement aux professionnels qui veulent bifurquer petit à petit vers la RSE. Nos formations, elles sont très axées sur la pratique. On a à peu près 70% de cas pratiques avec des experts par thématique, comme vous pouvez le voir ici. Et on a un bootcamp spécial RSE, prochaine promotion. Là, il y en a une en cours et la prochaine promotion, elle est le 26 août jusqu'au 4 novembre. Donc là, c'est une formation 360 qui vous permet d'avoir une vue sur la RSE, donc depuis l'environnement jusqu'au côté social, impact carbone, réglementation, rapport extra-financier, communication responsable, collaboration RH, sociale. Vous voyez tous les sujets pour devenir les experts de la RSE avec des cas pratiques à chaque fois, une formation qui vous permet de suivre en ligne et en présentiel. Et je vous envoie juste le lien d'inscription pour prendre rendez-vous avec Cyrine, qui est notre responsable admission, pour voir si vous avez un projet de formation. Et je vous le mets dans le chat. Et j'ai une dernière petite question, un sondage à vous envoyer pour savoir un peu votre projet justement en formation. Je vous envoie les questions, vous pouvez y répondre directement et fermer ensuite la fenêtre. Voilà. Et bienvenue encore à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, on va commencer à démarrer tranquillement, le temps que vous répondiez aux questions. Alors,
La première question pour Antoine. Là, d'en savoir un petit peu plus. On peut dire que la RSE est au fond du sac aujourd'hui. Bon, la période n'est pas bonne, c'est sûr. Ça dépend un peu de ce qu'on appelle RSE et si on sépare RSE et transition. En réalité, on sort. Donc là, si on essaie de catégoriser, la période n'est pas bonne. On a eu un enchaînement. Le nouveau gouvernement américain qui est quand même très très contre et qui fait un grand paquet avec le climat, le wokisme et qui décide que tout ça c'est la ligne opposée. En Europe, le recul sur la CSRD, même s'il se comprend, c'est évidemment une assez mauvaise nouvelle parce que ça avait enclenché quelque chose dans les boîtes sur lesquelles on est en recul. L'annonce que la CS 3D, donc celle sur le devoir de vigilance, qui était plus dure que la CSRD, parce qu'elle imposait aux boîtes d'être responsables des manquements climat et droits humains de leurs fournisseurs. Donc c'était gigantesque. Bon, ça se fait pas. Donc et si on revient en encore plus micro, on sort la semaine dernière d'une semaine horribilis en France avec l'enchaînement ZFE, loi du plomb. La reprise des travaux de la 69, et maintenant on parle de recul sur le DPE aussi. Enfin, il y a donc les passoires thermiques. Donc, on a le sentiment d'un certain nombre d'enchaînements. Donc ça, c'est un peu en micro. La RSE là-dedans, c'est-à-dire comment les entreprises faisaient face à ça, elle a bénéficié de vent de dos depuis 3-4 ans assez massif. La transition se faisait, mais largement pas assez vite. On arrivait à peine et on arrive à peine à se dire qu'on va faire un plateau sur les émissions. En revanche, il y avait une forme d'excitation dans les entreprises, puis la réglementation faisait qu'on embauchait des gens. Alors tout le monde bougonnait un peu, il faut le dire, ils n'y allaient pas tous gaiement, mais en attendant, ça embauchait, ça faisait émerger une activité comme la mienne de formation sur ces sujets-là, une activité comme la vôtre chez Indigo de dire il y aura besoin de gens qui font de la RSE, donc nous on va vous former pour changer de métier. Il y a plein d'autres acteurs, il y a la Solif qui faisait ça dans la rénovation énergétique, il y a plein de... Donc là je parle côté enviro formation, mais il y avait 1 milliard de boîtes de reporting, de bilan carbone, de CSRD qui s'étaient créées, qui émergeaient. Donc là-dessus, il y a des vents contraires. Il y a des vents contraires dû au fait qu'on avait beaucoup avancé. Avancé, en tout cas qu'il y avait eu une excitation. Donc il y a un moment de rationalisation qui est, si on le regarde de l'extérieur, peut-être pas si choquant. Peut-être qu'il y a aussi beaucoup de... Après, si on regarde du point de vue de la transition, pour l'instant, les tendances lourdes, elles restent. On est dans une forme d'industrialisation de la transition. Les ENR, elles sont parties pour rester. Le coût du solaire est en train de baisser drastiquement. Il y avait des papiers là sur le fait qu'au Pakistan, notamment, ils récupèrent les surproductions solaires des Chinois dans des proportions dingues. Donc, ils sont en train de solariser. Alors, c'est un pays qui s'y prête bien partout. La limite du solaire qui était la batterie, pareil, les prix sont en train de s'écrouler. Donc, pareil, il y a de la surprod. Donc, Donc, la décarbonation du système énergétique qui... Évidemment, n'est pas la panacée, l'alpha et l'oméga de tout, mais qui est quand même le gros truc, quoi. Elle est en marche. Il y a des signaux. La Chine, on va voir si c'est définitif, mais la Chine qui semble pour la première fois faire son plateau, si ça se fait là, ça veut dire qu'elle aura fait son plateau autour de 8 tonnes par habitant. Nous, on est monté à 12 ou 13 en Europe. C'était dans les années 80, le max par habitant. Et les Américains, ils sont montés à 25. Donc, si on arrive à montrer qu'on peut faire des transitions tout en, dans le cas de la Chine, maintenant une activité économique en croissance, tentant de faire sortir les gens qui en ont besoin de la pauvreté, il y a quand même des signaux qui montrent que ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain sur ces gros trucs-là. Évidemment, ce n'est pas assez. Évidemment, il y a des drames de biodiversité. On a un vrai gros problème de vivant, de forêt dans sa capacité à capter du carbone, d'animaux en bas de la chaîne alimentaire, notamment les insectes. Enfin, je ne dis pas que tout va bien, mais il y a des démarches de transition qui sont enclenchées. Donc, oui, la RSE, c'est-à-dire comment les entreprises s'attaquent à ce sujet, c'est un peu au fond du sac parce que la manière dont ça a été traité prend un coup dans l'aile. En revanche, on va vers une démarche de transition et on y reviendra peut-être aussi vers de toute façon une accélération du risque climatique, fait que la nécessité pour les entreprises de s'emparer de ce sujet, elle ne va pas faiblir. Peut-être un peu différemment de la manière dont elles l'ont fait, mais ça ne va pas faiblir. Donc, je vois quand même, même si évidemment c'est plus facile à dire là et qu'il faut tous faire un peu le dos rond, donc on est tous dans un moment difficile, je vois quand même moi des signaux qui me font dire qu'il y a des signaux lourds qui vont rester. Ok. Donc, on reste positif, ça va continuer à avancer. Ça va continuer à avancer, et pardon, je rebondis un micro-point, ça va quand même interroger ce qu'on entend par RSE pour les boîtes. C'est-à-dire, on a beaucoup dit qu'on allait sortir du temps 1 d'une RSE, disons, philanthropique, un peu do good à côté de l'activité de l'entreprise, qui était très bien et qui était nécessaire, mais qui était vraiment mon activité fait quoi que ce soit, ça peut être du pétrole, ça peut être de l'aérien, ou ça peut être
du BTP Super Green. Et à côté, je crée une fondation, je donne à des ONG, voilà, qui était un peu la vision il y a quelques années quand même. On a beaucoup dit la RSE va devenir un levier du business. Moi, je n'ai pas le sentiment qu'elle a beaucoup réussi, pour être tout à fait honnête. Je n'ai pas non plus l'impression que dans les directions des très grandes entreprises, on s'adresse à la direction RSE pour dire aide-moi à naviguer dans certaines certitudes, aide-moi à me demander où est-ce que je me place sur le bas carbone. Donc, elle réussira si elle fait cette mue-là. Sinon, si ça reste une activité effectivement de l'ordre de la philanthropie plus, dirons-nous, ça naviguera avec les hauts et les bas, des crises et des moments économiques. C'est l'occasion quand même de voir ce qu'on entend par RSE et de changer un peu peut-être l'ampleur du sujet. On va en parler justement dans les bonnes pratiques après. On parlait un peu de quand on a préparé ce webinaire. Donc là, tu nous disais qu'on était entré dans une phase 2 de la transition, marquée par un backlash actuel, mais aussi par une industrialisation de la décarbonation. Comment ce changement de paradigme influence-t-il la perception de la RSE? C'est un peu ce que je te disais. Il y a quand même un moment, la tendance lourde, elle reste. La décarbe du système énergétique, ça reste. Les prix baissent, ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Les véhicules électriques, alors qu'on n'arrive pas à les aider autant qu'avant, l'adoption augmente parce qu'en fait, au bout d'un moment, on se rend compte que ça devient rentable. Donc, c'est évidemment pas gagné. Les reculs, typiquement en France, sur les ZFE, c'est pas un bon signal, ou des reculs sur les panneaux solaires, c'est pas un bon signal. Mais on rentre dans la tendance lourde de l'industrie, quoi. Ce que c'est bien faire l'économie. Tu lui fixes des nouvelles règles, elle déroule sur des années. Donc ça va rester. Si maintenant je le regarde d'un point de vue un tout petit peu plus entreprise, il y a aussi un temps de structuration. Par exemple, si on regarde les acteurs un peu anciens dans les boîtes de services RSE, ça a été les boîtes de bilan carbone. On entre dans un moment où, alors c'est un temps 2, mais Axio, qui est une boîte de copains, donc petite boîte de bilan carbone pour les PME, ils se sont vendus à APAV, tu vois, grosse boîte de services environnemental. Donc on entre aussi dans un temps un peu différent, peut-être un petit peu moins start-up, un petit peu moins pullulant, un petit peu moins ce qu'on avait peut-être eu l'habitude de voir venant du monde du digital, qui est un monde où les grosses boîtes s'en mêlent. Ça pose aussi des questions des modèles d'innovation qui vont avoir besoin de capital ou pas de capital. Si ça a besoin de beaucoup d'argent, peut-être que le modèle du VC, je veux dire beaucoup d'argent, peut-être que le modèle du VC n'est pas idéal et qu'il faut aller chercher d'autres modalités d'innovation en partenariat avec des grandes boîtes qui ont de la capacité à lever du financement. Donc, on rentre dans ce temps 2, je pense, de la manière dont on va le gérer. Les grandes boîtes ont, à mon avis, un rôle plus important à jouer. Et donc, ça va changer un petit peu la manière, je pense, dont on aborde le sujet côté direction RSE et corporate. Et tu m'as également parlé de l'initiative de la taxe carbone individuelle au Canada, qui a été supprimée par Mark Carney, donc le directeur de la Banque d'Angleterre, et de son discours « Briser la tragédie des horizons », destiné à alerter les investisseurs sur le risque climatique. Tu peux nous en parler? Quel enseignement on peut en tirer? Ouais, c'est un sujet que je trouve intéressant, cette taxe carbone. Donc, taxe carbone canadienne, introduite par le précédent Justin Trudeau. Elle avait une composante corporate qui, elle, reste, qui ressemble à ce qu'on a, nous, avec les quotas carbone sur un certain nombre de secteurs d'émissions. Et puis, ils avaient fait le choix d'une composante individuelle. Donc, un peu ce qu'on n'avait pas réussi à faire au moment des Gilets jaunes, eux, ils l'ont passé. Et donc, l'idée, elle était assez simple. Elle était de dire, on va taxer les grosses sources d'émissions carbone, et notamment, c'était le cas des carburants. Donc, vraiment, ça ressemble à ce qu'on voulait faire en France, très progressivement. Donc, au début, on parlait d'un truc à 20 balles la tonne, je crois, 20 € la tonne. Donc, tu vois, vraiment pas beaucoup. Ça, 1 ou 2 centimes sur le litre d'essence, mais bon, 1 ou 2 centimes, voilà. Et aujourd'hui, on était de l'ordre de 10 centimes sur le litre d'essence. C'était monté, ça faisait 5-6 ans qu'elle existait. C'était monté. Donc, 10 centimes sur le litre d'essence, ce n'est pas neutre pour le coup. On voit bien comment ça joue. En revanche, tout l'argent, donc 90% de cet argent, était redistribué aux citoyens. Et alors là, d'une manière un peu bête et méchante, c'était toi en fonction de ton foyer familial. Est-ce que tu es 1, 2, 3, 4 ? Il y avait une petite surprime une surprime quand même pour les gens qui vivaient à la campagne en disant en fait, à la campagne, vous utilisez plus l'essence qu'en ville, donc vous êtes plus taxé, donc on vous rend. Et on redistribuait cet argent. Le fait est qu'en redistribuant de manière égalitaire, tu étais bénéficiaire pour à peu près 80% des gens. Parce qu'en fait, les gens les plus riches
consommer beaucoup plus de biens à forte émission fossile, de transport, de choses comme ça. Et donc, eux surpayaient, ils recevaient que par tête de pipe, ils ne recevaient pas plus parce qu'ils étaient plus riches, c'est quand même plutôt logique. Et donc, 80% de la population bénéficiait. Donc, en théorie, un truc comme ça, qui existe depuis 6 ans, et dont 80% de la population est bénéficiaire net, donc on parle littéralement alors c'est tout le débat, on parle d'un chèque que tu recevais tous les 3 mois, okay, en fonction de ta déclaration d'impôt. En théorie, une fois que c'est là, c'est pas parti pour bouger, ce genre de truc. Et pourtant, dans l'élection là qui a élu Marc Carnet, et lui et son opposant conservateur étaient pour supprimer la taxe B2C, entre guillemets, citoyenne, et elle a été supprimée. Et les analyses qui arrivent disent que c'est notamment parce que les gens ont bien compris ce que ça leur coûtait. Chaque fois que tu vas faire ton plein, tu te prends 10 centimes de taxe. Les vendeurs d'essence disaient « Ah bah ouais, nous, le prix, ça aurait été ça, mais il y a cette taxe, etc. » Et de l'autre côté, ce n'était pas très clair quand tu recevais ton argent. Au début, c'était un rabais sur tes impôts. C'est pas pareil que de recevoir un chèque en disant « Ah bah tiens, j'ai reçu… tu vois. Et puis, si il le donnait qu'aux membres de la famille qui avaient fait ses déclats d'impôts en premier, pour l'ensemble de la famille, certes, mais tout le monde ne le recevait pas sur son chèque. Tu vois, il y avait plein de trucs comme ça. Oui, c'est moins incitatif. Pardon ? C'est moins incitatif comme ça. Oui, c'était un peu moins clair. C'était un peu moins clair. Et écoute, donc finalement, ils ont corrigé un peu le truc. Il y avait vraiment, tu recevais ton chèque, mais c'était un peu trop tard. La taxe était mal née et tout. Et donc, c'est intéressant de se rendre compte que, alors qu'on était sur une modalité très claire, très redistributive, l'État prenait pas d'argent. Et pourtant, et encore une fois, tout le monde était gagnant, ça n'a pas réussi. Donc, ça ouvre ces questions. Si on veut mettre un prix au carbone, il faut être très, 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 très clair sur ce que les gens en récupèrent. Si on décide d'avoir cette route-là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a plein de gens, quand tu fais des sondages, qui disent « Moi, je n'ai pas forcément besoin de revoir l'argent. Par contre, j'ai besoin d'être sûr que cet argent, il est correctement collecté, c'est-à-dire de manière juste. Tout le monde contribue à hauteur de ses besoins. Et 2, correctement dépensé. C'est-à-dire si tu as le sentiment que non seulement on te prend sur ton essence, que chacun paye un peu pareil, donc tu es énervé quand ton voisin très riche paye comme toi, et qu'en plus cet argent, il va financer du crédit carbone pas très visible ou des choses comme ça, évidemment là ça frotte. Mais donc c'est intéressant de se dire, voilà, on n'a pas forcément besoin de leur distribuer de manière directe aux citoyens quand on écoute les sondages. Et en revanche, si on le redistribue de manière directe aux citoyens, il faut être très 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 lisible. Maintenant, on va voir ce qui mobilise encore. Est-ce que le risque climatique est le dernier levier encore puissant pour embarquer les dirigeants ? Pour moi, il y a la notion de risque, mais là, on a vu tout à l'heure qu'il n'y a pas que le risque. On parlait d'aspect financier. Ce qui est sûr, c'est que le risque climatique et donc le sujet de l'adaptation au changement climatique était globalement sous-traité en général et donc dans les milieux RSE aussi. Donc, à minima, c'est un nouveau angle d'attaque. Et en ça, c'est précieux puisque l'angle d'attaque précédent, qui était tout le monde décarbone, trajectoire de Paris, accord de Paris, trajectoire de neutralité carbone en 2050, on n'a pas le choix. On voit bien que ça commence à avoir des failles. Que le prochain engagement de l'Europe, on espère 90%, mais c'est pas si clair. L'Amérique est sortie de l'accord les États-Unis sont sortis de l'accord de Paris. On commence à arriver dans les dates où on dit, en fait, désolé, on n'a pas tenu. Donc, ce sujet du risque climatique, c'est une nouvelle manière d'aborder la manière que vont avoir les entreprises de devoir faire leur transition. Et donc, puisque c'est un nouveau sujet, c'est intéressant et ça permet de l'aborder un peu différemment. L'actualité, là, malheureusement, elle nous sert. L'emballement qu'on a depuis 2-3 ans, où on a les années les plus chaudes du monde et on voit bien les événements qui se multiplient. Et encore, en France, on est sorti au sein de ces 2 années les plus chaudes de 2 étés relativement frais. Et donc, faut voir ce que va donner 2025, mais on a vraiment évité le pire en France d'un point de vue conséquences physiques pour l'instant. C'est un nouvel angle et ça permet de rebondir sur ce genre d'actualité et de parler, entre guillemets, économie aux boîtes, économie sonnante et trébuchante. C'est-à-dire que tu leur expliques que, oui, la grosse catastrophe naturelle qui a touché ton site, le site de ton fournisseur, il y a eu quelques exemples, il y a eu Porsche qui a souffert des inondations en Suisse, il y a une autre entreprise suisse, on peut en reparler, qui s'appelle Stadler, qui, elle, a pareil, eu un enchaînement de mauvaises nouvelles climatiques et boum, le cours de bourse a baissé de 20%. Donc ça y est, il commence à y avoir des trucs un peu sonnants et trébuchants. Je prends la question de Marc à la volée. L'adaptation devenant la nouvelle tendance, ne risque-t-elle pas d'impacter négativement les efforts de décarbonation ? On peut toujours l'imaginer, bien sûr. Ça va demander un peu d'argent et cet argent qu'on met sur l'adaptation, si on le prend dans la même poche, on peut imaginer que c'est des efforts et de l'argent qu'on ne met pas sur l'atténuation. En revanche, une fois qu'on a dit ça, c'est une alerte dans la manière de faire l'adaptation, mais ça ne peut pas être une raison de dire « Ah non, je ne vais rien faire et je vais me concentrer sur l'atténuation ». En fait, ça y est, on est parti pour des températures très élevées. On pourra revenir sur la trajectoire de la France si on veut. Quand bien même elle est un peu au-dessus, un peu en dessous, c'est tendanciellement ce qu'on voit.
Donc, le fait est qu'il faut s'adapter, ne serait-ce que pour la sécurité des personnes, la sécurité des citoyens, la stabilité économique, c'est-à-dire on ne peut pas avoir demain plein de boîtes qui sont tellement sous pression qu'elles ne remboursent plus leurs prêts. Le problème, ce n'est pas que pour les boîtes, ça déclenche des crises économiques en cascade qui ont des impacts terribles sur le niveau de vie des gens, etc. etc. Donc, on est obligé de faire un effort d'adaptation. Oui, il y a un risque de ne pas faire cette adaptation au détriment de la décarbonation. Oui, il ne faut pas faire cette adaptation aveuglément, c'est-à-dire peut-être qu'on ne doit pas tout adapter. Il y a des activités économiques dont il faut sans doute admettre qu'elles n'ont plus leur place en 2050 et à ce titre-là, ce n'est pas la peine de dépenser des tonnes pour les adapter court terme. Mais on est obligé de voir cette tendance. L'autre point que je voudrais mentionner, c'est que l'adaptation, on a eu tendance à croire que ça avait ce mérite d'être, entre guillemets, non politique ou non politisé. C'est-à-dire, il y avait le côté, ah bah ouais, la décarbe, c'est un pari sur une tendance, sur le fait que les dirigeants vont vouloir continuer à atteindre le net zéro. Et on pouvait dire, bah non, j'y crois pas. L'adaptation, il y a un côté, quelle que soit ton opinion, tu vas souffrir de l'ouragan plus puissant, de l'orage de grêle, comme on en a eu récemment en France et un peu plus tard à Paris, il y a quelques semaines. Te dire, c'est une réalité, que tu sois climato-sceptique ou pas, entre guillemets, tu vas en souffrir. C'est vrai, mais en même temps, ça ne rend pas le sujet non politique pour autant. Parce que la manière dont on répond à l'adaptation, c'est complètement politique. Politique au sens, c'est des choix qu'il faut faire collectivement. Est-ce qu'on adapte tout? Est-ce qu'on accepte de quitter des endroits? Est-ce qu'on adapte toutes les activités, comme je l'ai mentionné, y compris les plus émettrices? Comment on gère le post-catastrophe? Aux États-Unis, Trump a décidé que l'argent fédéral, donc de l'État, ne servirait plus qu'à faire du sauvetage en dernier recours, c'est-à-dire t'envoies l'armée quand il y a eu une grosse catastrophe. Mais il a coupé tous les flux d'argent qui allaient vers les États pour la reconstruction, pour être plus résilient pour la suite. Et bien ça, c'est une manière de faire de l'adaptation. Économiquement, c'est plutôt pas la bonne, parce que ça coûte moins cher de se préparer, en l'occurrence, on le sait, mais c'est une manière de dire, bah moi, je suis le mec qui de toute façon viendra aider à se réveiller. Et il dit par contre, la résilience, l'amont, pour avoir moins de conséquences, c'est du domaine des États, c'est à eux de trouver avec leur argent. Donc on voit bien qu'en fait, l'adaptation, la manière dont on va le faire, c'est pas neutre. Il y a des manières de le faire, certaines vont être jugées plus bonnes, d'autres moins bonnes, mais meilleures, d'autres moins bonnes, mais quand même. Donc, il ne faut pas croire que parce qu'on s'est mis d'accord sur le fait que des catastrophes naturelles arrivent, toutes les boîtes vont s'aligner pareil et vont s'adapter pareil. Ça sera évidemment pas le cas. On a deux autres questions qu'on va prendre avant de continuer, si ça te va, Antoine. Oui, bien sûr. Alors, on a la question de Cyril. Alors, ouais, je peux la reprendre dans ma voix si tu veux. Donc, Cyril, il dit, est-ce que les deux leviers suivants peuvent marcher? La marque employeur et le côté ruissellement, appelle ça, c'est-à-dire les grands financeurs ont des engagements de verdissement et donc ça va redescendre sur les grandes boîtes qui vont elles-mêmes redescendre sur les petites boîtes. Alors, marque employeur, je suis partagé, c'est-à-dire qu'il y a des signaux faibles depuis quelques années, notamment chez les gens très employables, donc les très grandes écoles. On se souvient des bifurqueurs de l'agro, mais il y a eu des événements à Polytechnique, il y a eu des événements à HEC contre le grand pétrolier français. C'est à la fois un signal très fort parce que ça arrive dans des lieux qui ne sont pas des lieux de contestation étudiante classique et qui sont plutôt des lieux où on a envie d'embaucher les gens. J'ai cependant plus le sentiment que ça accélère beaucoup et je n'ai pas le sentiment que ça fasse très peur aujourd'hui aux grands dirigeants. Donc, évidemment, c'est bien d'en parler. De même qu'on ne voit pas un grand mouvement de boycott citoyen des produits, entre guillemets, sales d'un point de vue carbone. On le voit bien sur la fast fashion, à un moment, tu arbitres en fonction du prix. On ne voit pas non plus un grand départ, en tout cas de ce que j'ai vu sur ces choses-là. Donc, je parierais pas toutes mes billes, moi, sur la marque employeur. Le ruissellement, il a marché pendant pas mal de temps. Les gros bailleurs de fonds étaient sous pression, les grandes boîtes et donc les petites boîtes. Alors, les gros bailleurs de fonds américains, non seulement sont sortis de cette théorie, mais même sont presque contre, ont besoin de montrer au pouvoir politique qu'ils n'investissent plus. Donc, et les grandes boîtes elles-mêmes, certaines ont retiré leurs engagements. Donc, ça s'est un peu affaibli, cette théorie du ruissellement. À nouveau, il faut regarder le temps long. On ne peut pas juste tout décider sur 6 mois. Ça va continuer à fonctionner comme ça, entre guillemets, je pense. Mais c'est-à-dire financeurs, grandes boîtes, petites boîtes. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'au moment où les bailleurs de fonds, donc les investisseurs, peuvent peut-être relâcher un peu la pression dans certains cas, on va avoir ce moment risque climatique. Et ce moment risque climatique, ça va être à la fois des assureurs qui vont dire qu'est-ce que je continue à assurer ou pas et à quel prix, mais aussi des financiers qui vont dire attends, moi avant de mettre de l'argent dans ton entreprise, de te la prêter ou d'investir chez toi, j'ai besoin de vérifier que tu es adapté au risque climatique. Et donc on peut sans doute repartir de cette histoire d'adaptation, là-dedans mettre des projets qui sont aussi des projets de décarbe si on est malin,
Et voilà, au moment où s'affaiblit la pression pour la décarbe, un petit peu, on monte très fort la pression pour le côté risque physique, conséquence dans la vraie vie, qui marche pas mal. Face à la montée du decarbonation washing, c'est dur à dire, pardon Imen, comment peut-on vérifier la sincérité des stratégies de décarbe? Alors, c'est juste, déjà, celles qui restent ambitieuses aujourd'hui alors qu'elles n'y sont pas obligées, ça dit un premier truc. Celles qui maintiennent des objectifs de neutralité carbone. Alors, pareil, retirer ces engagements en moins de 6 mois, comme l'ont fait les boîtes américaines, c'est quand même très, très, très court-termiste et ça a aussi à voir avec la violence du choc politique qu'ils ont eu. En France, je ne crois pas qu'il y ait eu de gros cas comme ça aussi rapides. En tout cas sur la partie carbone, je parle. Si dans 6 mois, 1 an, il y a des engagements qui commencent à sauter, ça sera l'occasion de dire « Ah tiens, effectivement, et de le voir ». Après, ceux qui font quand même plutôt bien le boulot et qui sont là pour éviter ça, c'est ce qu'on appelle la SBT, donc Science Based Target, la SBTI, Science Based Target Initiative, qui était un organisme en charge de dire vu votre secteur et vu d'où vous partez, vos engagements de réduction sur le scope 1, sur le scope 2, sur le scope 3 sont les bons et ils sont au bon niveau. Donc ça, c'était le premier niveau. Donc on déposait sa target au SBTI et on validait l'objectif. Parce que y a des secteurs qui vont être plus durs à décarboner que d'autres, parce qu'on n'a pas les alternatives économiques. Et puis après, ils demandaient des plans qui montraient qu'on était en train de faire les bons investissements pour descendre et donc qu'on était toujours aligné avec cette neutralité carbone 2050. Fin d'année dernière, donc il y a 6 mois, ils ont commencé à retirer les premières entreprises, il y en a eu à l'étranger, il y en a eu en France, de leur liste parce qu'ils trouvaient que le plan n'était pas assez crédible. Donc ça dit quelque chose aussi. Une entreprise qui est restée SBTI de plus en plus, ça va être une entreprise qui effectivement arrive à mettre le curseur au bon niveau. Une entreprise qui a vu ses engagements retoqués par SBTI, soit à un moment elle dit leur manière de faire ne me va pas, mais voilà mon engagement ferme, voilà comment je considère que je suis au bon niveau, etc., etc. Soit on va pouvoir commencer à la challenger un peu plus fort. Donc je dirais que quand même la pierre angulaire reste SBTI pour vérifier cette sincérité, ce qui est plutôt un truc de grande boîte, des petites boîtes comme d'hab, c'est compliqué. On continue ou tu veux prendre cette question ou on la prend après? Parce que je pense que sinon, il va y avoir beaucoup de questions. Allons-y, prenons les questions. Puis quand on continue. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je disais plutôt prenons les questions. Mais... Prenons les questions. Alors, prenons les questions. Il y en a encore plusieurs là. Alors, les statistiques montrent qu'en France, une grande majorité des citoyens ont peur de la crise écologique et attendent des actions des pouvoirs publics et des entreprises. Du coup, quel est l'intérêt pour une frange des hommes-femmes politiques d'aller à l'encontre de l'écologie? On le voit bien, les gens disent j'ai peur des conséquences de la crise écologique, mais ils disent aussi j'ai pas envie de devoir changer ma voiture et j'ai peur pour mon pouvoir d'achat. Et c'est les mêmes, en fait. Enfin, quand tu arrives à 70% des gens qui disent ça, ça veut dire que mécaniquement, il y a des recoupements. Donc, en fait, c'est un peu le syndrome, on l'a beaucoup dit au moment de l'élection américaine, que les candidats américains, que les électeurs américains étaient sans doute un peu moins polarisés qu'en France et avaient tendance à voter en répondant à la question « Est-ce que je suis dans une meilleure situation qu'il y a 4 ans ?» Better than 4 years ago. C'est-à-dire, est-ce que le mandat du président là a amélioré ma qualité de vie? Ça peut être mon pouvoir d'achat, ça peut être l'air frais que je respire, etc. Et il y a toujours ce biais un peu politique qui est de se dire on va juger sur quelques indicateurs de court terme, là où les bénéfices qu'on va aller tirer de la transition écologique, ils sont plutôt long terme. Donc, c'est la fameuse tragédie des horizons que tu mentionnais un peu en introduction. Donc, les hommes politiques, ils font aussi, et puis ils font eux-mêmes leur synthèse de ce qu'ils sentent être l'opinion publique. C'est pas que je vois un sondage, j'agis, parce que les sondages eux-mêmes se contredisent. Donc, aujourd'hui, ils vont contre l'écologie parce qu'ils ont le sentiment qu'il y a une partie de la population, et souvent, c'est une partie de la population qui peut être amenée à voter pour eux. C'est pas que les sondages qui regardent. Si je suis d'un bord politique, je vais aller chercher les gens un petit peu plus à gauche ou un petit peu plus à droite que moi qui peuvent basculer, et c'est eux que je vais essayer de faire basculer. Donc, s'il y a des gens que je considère trop loin de mon bord politique, je peux être amené à faire ça. Et voilà. Et après, en France, en ce moment, se rajoute la complexité, on l'a vu avec la déclaration d'Emmanuel Macron ce matin, d'un gouvernement qui est hybride, qui n'a pas de majorité absolue, qui est perçu du coup pas toujours aligné avec les volontés du président. Donc, du coup, on se retrouve avec un président qui dit c'est n'importe quoi ce que vous faites. Donc, ça crée toute cette complexité-là. Mais donc, voilà pourquoi on ne répond pas tout de suite. Vous parlez de la pression que peuvent représenter les assureurs et les investisseurs sur les acteurs économiques. Pourriez-vous nous parler un peu des orientations que prend AXA en ce sens pour avoir des exemples? Alors, AXA, il y a effectivement 2 métiers. Il y a un métier d'investisseur qui s'appelle AXA Investment Manager, qui sera bientôt plus le métier d'AXA parce que ça a été revendu à BNP Paribas, où là, l'idée était plutôt de prendre des parts dans des entreprises sur le temps long et de les inciter à la décarbonation. Donc, c'est de
l'investissement. C'est plutôt pas de l'investissement qui exclut, c'est de l'investissement qui essaie de changer la boîte en prenant des parts. Il y a des avantages et des inconvénients aux deux stratégies, évidemment. Mais donc, c'était ça la théorie, donc d'être exigeant sur le plan de décart de l'entreprise en tant qu'investisseur, en tant qu'actionnaire de la boîte. Côté assureur, qui donc est le cœur de métier sur lequel AXA se resserre, il y a plusieurs sujets. Il y a des politiques d'exclusion. Donc, AXA avait été assez en avance sur le charbon là-dessus, donc de dire je n'assure plus un projet qui X. Et l'ambition, c'est d'aller plus vite. L'idée, c'est de le faire un peu tous les assureurs ensemble pour espérer que ça ait un impact. C'est plus dur de mettre tous les assureurs ensemble autour de la table. Donc, il y a des roadmaps d'exclusion successives de certains secteurs, mais c'est jamais facile à faire. Et puis après, il y a la question de l'assureur qui accélère le changement. Et là, c'est toutes ces questions autour de quand on répare une maison qui a été inondée, est-ce qu'on finance une pompe à chaleur plutôt qu'une chaudière à gaz? Est-ce qu'on assure moins cher des voitures électriques demain? Et ça, la difficulté, c'est que le cœur de métier de l'assureur, c'est sur le volume, en mutualisant le risque. Et que plus tu vas sur des technologies innovantes, grosso modo, plus tu te assurer un panneau solaire demain pour un particulier. Il n'y en a pas beaucoup des panneaux solaires et donc c'est plus dur de proposer un prix plus bas. Et donc, il faut se poser la question de dans quelle mesure l'assureur prend sa part de risque là-dessus et accepte de faciliter ça. Puis le dernier levier côté assurance, c'est à quelles conditions on assure et notamment, est-ce qu'on ne peut pas conditionner. Aujourd'hui, je ne peux pas assurer un scooter si je n'ai pas un bon antivol. On me dit, non, tu prends trop de risques, donc je t'impose d'acheter un antivol. L'assureur impose aussi qu'on ait des politiques anti-incendie parce que le risque incendie pour les entreprises est très élevé et est perçu comme un très destructeur. Comment est-ce que demain, l'assureur dit moi, je peux continuer à t'assurer contre les inondations, mais si et seulement si tu as une politique de prévention, tu as des bâtards d'eau, donc ces protections qu'on met sur les portes, tes machines ne sont pas au rez-de-chaussée parce que du coup, elles vont trop en souffrir. Donc, comment l'assureur demain va conditionner ça, c'est l'autre grand sujet. Géraldine, les entreprises qui ont été retirées par SVT, il y avait un bon article de Novetic quand ça a été fait. Je ne les ai pas par cœur. Je me souviens qu'il y a Amazon aux États-Unis, mais je ne sais plus les autres. Vous pouvez regarder Novetic. En plus, il faut les soutenir. Et SVT, ça va vous le donner. Les programmes portés par l'UE, l'État, les régions qui permettent de sensibiliser notamment les PME, les artisans, subissent-ils le même recul que celui de la CS3D et de la CSRD? Alors, pas aussi immédiat. Donc, le gros dispositif, il s'appelle Diag Décarbe, un truc comme ça, je crois. Il est financé par la BPI et par l'ADEME. Et ils avaient lancé Diag Adapt sur l'adaptation, qui lui a vu ses crédits figés. Alors, c'est pas CS3D, CSRD, c'était tout simplement la dissolution, le fait qu'on n'ait pas eu de budget. Donc, ça avait été gelé sur toute la fin de l'année 2024. Ça a été relancé depuis. Et donc, il y a moyen d'aller effectivement faire financer en partie des missions de conseil, en gros, qui vont vous dire quoi faire sur l'adaptation, comment vous êtes exposé, et qui sont pas 100% financés, mais assez lourdement financés. Donc, pour l'instant, il reste ces dispositifs, même si dans un contexte de contraintes budgétaires, on ne sait pas combien, c'est un peu comme MaPrimeRénov', on ne sait pas combien il en restera pour l'année prochaine. Béatrice, on avait une question là-dessus de conclusion. Donc, si tu veux, on peut reprendre le fil sur un peu les leviers à activer pour convaincre et embarquer en interne. Et voilà. Effectivement. Un peu cassé la dynamique des questions, pardon, mais... Est-ce que tu as des exemples de boîtes qui réussissent à créer un vrai engagement terrain actuellement? Alors, des engagements terrain sur la RSE, il y a des boîtes qui ont fait des choses et qui marchaient plutôt bien. Les collectifs de collaborateurs engagés, c'est l'occasion de les saluer d'ailleurs, qui se sont regroupés dans ce fameux les collectifs, font des choses vraiment bien sur ça. Et ça, il y a entre guillemets pas de raison que ça s'arrête. Je me souviens que dans le domaine automobile, nous, on était contents parce que chez Stellantis, leur collectif de collab engagés, il s'était créé après notre formation. C'est-à-dire parmi ceux qui avaient suivi la Climate School en ligne, parmi les alumni, et notamment ceux qui l'avaient fait de manière un peu musclée, enfin ceux qui avaient fait quasiment tous les cours en quelques jours, on se disait c'est les plus chauds. Et donc, voilà. Parce que donc, nous, Climate School, c'est de la formation en ligne pour les entreprises sur ces sujets de transition. Après, si on reprend mon fil qui est celui du risque climatique comme nouveau levier, il y a des boîtes qui font des choses et qui arrivent à créer un peu de l'engagement. Dans les secteurs gagnants de la transition, en fait, on voit des choses. Quand tu parles du BTP, en fait, le BTP, oui, l'adaptation, il va falloir réparer des choses qui sont cassées et upgrader des choses, améliorer des choses avant qu'elles n'en soient victimes. Donc oui, dans l'adaptation va être... Alors, ça va leur poser une vraie question sur le coût de leur chantier, mais d'une manière générale, ça va être une tendance porteuse. Donc, eux, on voit des choses qui émergent,
sur ces sujets-là. Tu peux, chez Saint-Gobain, par exemple, ils développent des systèmes de vitres anti-rayonnement solaire qui sont vachement bien. Nous, on travaille un peu avec Somfy aussi. Somfy, c'est un acteur de l'automatisation des stores. Et donc, pareil, il y a des choses hyper intéressantes à faire sur les matériaux des stores. Donc, en gros, tout ce qui pourra retarder la clim, quoi, sur le fait de pouvoir vivre dans des conditions agréables ou en tout cas vivables à minima l'été. Donc, il y a ça. On voit sur l'adaptation aussi des choses assez intéressantes. Et l'autre sujet du BTP, pour en avoir parlé avec le patron RSE de Rabot du Tilleul, qui est un petite ETI, grosse PME de ce sujet-là dans le Nord, c'est qu'il y a un ADN dans le BTP très on va trouver des solutions. En fait, c'est un business de contrainte, c'est un business où rien ne se passe comme tu l'avais prévu et tu rafistoles. Et donc, ils ont ce truc de dire, OK, s'il fait plus chaud, s'il y a moins d'eau, comment on fait? Qu'est-ce qu'on trouve qui permet de continuer à bosser? Donc, il y a cet état d'esprit-là. On voit aussi des choses intéressantes sur les grosses boîtes d'infrastructure et les boîtes de réseau. SNCF Réseau a sorti son plan d'adaptation. RTE en a sorti un très ambitieux. 20% de l'invest sur les 5 ans à venir, ou les 10 ans à venir, je crois, 15 ans à venir, c'est 2025-2040. 20%, c'est de l'adaptation. Il y a 100 milliards de plans d'invest, dont 20 milliards sur l'adaptation des réseaux. Donc, les lignes de chaleur, les lignes à haute tension qu'il faut rehausser et épaissir pour qu'elles ne se dilatent pas et qu'elles n'avaient pas touché le sol. Et puis, les transformateurs électriques qu'il faut isoler contre les effets de l'eau et des inondations. Donc, c'est quand même 20 milliards, on voit ça. SNCF, j'en ai parlé. EDF, qui bosse beaucoup sur le sujet de l'adaptation aussi, parce que l'électricité, on a vraiment envie d'en avoir tout le temps. Donc, voilà, je vois des choses qui bougent sur ces sujets-là. Et, pour répondre à ta question, qui font bouger les gens sur le terrain. Ce qu'il y a de sympa avec l'adaptation, c'est que ça ne se décide pas trop. Alors, on peut décider d'un plan à Paris, évidemment, mais après, ça va se décliner sur le terrain, quoi. La protection des salariés contre les vagues de chaleur, évidemment, ça va plus toucher les gens qui bossent à Martigues que les gens qui bossent à Tourcoing, même si ça va aussi toucher Tourcoing, mais moins en quantité de jours. Et donc là, faut parler au directeur du site de Martigues ou à la directrice du site de Martigues et lui dire, t'as combien de mecs, il y a combien de jours de chaleur, et combien est-ce qu'on repense les horaires, est-ce que c'est possible, est-ce que pas, voilà. Donc, c'est terrain et ça amène les gens à chercher des solutions. Le dernier exemple que je trouve intéressant là-dessus, c'est Colissimo, donc le DRH Alexandre Speicher, s'est rendu en vacances sur un de leurs gros sites de tri à Montpellier. Il s'est rendu compte que les conditions de travail étaient terriblement chaudes. C'est un grand entrepôt en plein soleil. Il y a des camions qui sont dehors toute la journée et des gens font des allers-retours entre l'entrepôt et le camion. Et on atteint des températures bien au-delà de 40. Et donc, il a lancé tout un plan de travail avec les gens du site. Qu'est-ce qu'on fait? Changer les horaires, OK, c'est trop compliqué. En tout cas, c'est trop long terme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les gilets réfrigérants, ça marche pas, c'est cher, c'est pas assez cher. Donc, à la fin, ils ont aussi eu des solutions toutes bêtes, comme des ombrières au-dessus du camion pour qu'il ne soit pas explosé. Là, tu gagnes déjà plusieurs degrés. Ouais, c'est clair. Ouais. Ah ouais, c'est majeur. Donc, il y a des trucs tout bêtes comme ça. Et puis, il y a la question de comment tu végétalises ton site, comment tu repeins, tu fais pas en sorte qu'il soit noir mais blanc. Enfin, voilà. Il y a plein de questions qui se posent. Mais donc, on voit des exemples comme ça sur des boîtes assez terrain qui se passent bien. Et je te dis, ça démarre plutôt du côté des gros acteurs de réseau. Mais c'est en train de percoler un peu partout. Oui, quand je travaillais à la SNCF, effectivement, ils avaient un gros plan d'adaptation et du coup, on réfléchissait à adapter les horaires des personnes sur place dans les centres de remisage, à étudier même des vêtements spécialement conçus pour eux, pour anti-UV, etc., pour les aider contre la chaleur. Ouais, il y a des offres là-dessus. Ce qui manque, je pense, surtout dans quelqu'un a parlé de la vague de l'adaptation ou de la mode qui émerge. C'est Christian Clot qui en parlait ce matin sur LinkedIn, avec le décret qui arrive en France. Il va manquer un peu de clarté sur ce marché. Et en fait, tu vas avoir plein d'acteurs qui vont arriver, y compris avec des trucs pas du tout efficaces. Le risque de la boîte, ça va être de dire je veux faire un truc vite, donc je le fais au plus vite. Et donc, je pense qu'il y a un vrai travail de pédagogie à faire et peut-être demain de normes sur c'est quoi un vêtement efficace pour se protéger de la chaleur et c'est quoi un vêtement pas efficace. Sinon, on va, dépenser de l'argent n'importe comment, avoir des produits pas efficaces qui font que les gens souffriront quand même de la chaleur jusqu'aux conséquences les plus dramatiques. Et donc, je pense qu'il y a un vrai travail de clarté sur ce marché. Et comme on en parle ensemble, tout n'est pas adaptable. Donc... Et alors après, mais ça, c'est plus une question entre guillemets politique. Où est-ce qu'on va vouloir faire des efforts sur l'adaptation et quel secteur on va vouloir adapter ou non? Ça, c'est évidemment l'autre question. Et on peut peut-être aussi parler de ce qui fonctionne bien dans les autres pays. Il y a eu récemment, tu en as parlé brièvement, mais la baisse récente des émissions en Chine. Tu m'avais parlé aussi du Danemark qui a réalisé un investissement majeur pour convertir les terres agricoles en forêt, les habitats naturels. Comment on peut s'appuyer sur toutes ces bonnes initiatives?
On peut se demander dans quelle mesure on peut les refaire. Alors, la Chine est son pic d'émission, donc ça, c'est le mois dernier, sur un an glissant, alors qu'ils sont en croissance économique, parce que les fois d'avant, quand il y avait des baisses, parce qu'il y avait des baisses de l'activité économique assez majeures, baissent ses émissions. Pourquoi? Parce que ils produisent pas mal de charbon, évidemment, il y a énormément de charbon, c'est très, 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 très loin le plus gros producteur de charbon, mais en marginal d'une année à l'autre, leur consommation électrique supplémentaire a été couverte par les ENR, et donc les ENR ont permis de rogner un petit peu sur le charbon pour l'électricité. Donc ça, nous, on l'a passé ce pic, donc c'est plutôt un signal mondial intéressant. L'autre signal que je trouve intéressant, c'est le Danemark. En 2 mots, le Danemark, l'idée, ça a été de dire on voudrait réduire l'élevage dans le pays. Et pour ça, on voudrait faire un peu comme la taxe carbone dont je vous ai parlé la dernière fois. On introduit une taxe carbone et l'argent qu'on collecte, on le reverse aux agriculteurs pour faciliter leur transition vers du végétal et pas de l'animal. Ils ont tenté de faire ça s'est mal passé. Et du coup, ils ont créé un ministère spécial qui s'appelait The Tripartite Green Something. Donc, un ministère qui a duré 2 ans, 3 ans, je crois, donc quand même assez important, et dont l'objectif était d'arriver à un deal. C'est-à-dire, il faut mettre d'accord un peu les citoyens, même si à la fin, il n'y avait pas de référendum, mais il faut prendre en compte la partie prenante citoyen. Il faut mettre d'accord l'agroalimentaire, les agriculteurs, et j'oublie un acteur, non, voilà, essentiellement tout ce petit monde-là quand même, tu vois. Et comment on fait pour un modèle comme ça? Et donc, ils ont bossé et ils sont arrivés avec un plan qui finalement est beaucoup plus ambitieux que la taxe carbone, même s'il la contient. Donc, comme d'hab, c'est une taxe carbone que tu réduis beaucoup les premières années pour permettre aux gens d'anticiper et tout. Mais dans le même temps, ils ont dit, OK, on va aussi racheter des terres agricoles qu'on va transformer soit en zone humide, soit en forêt, donc vraiment en puits de carbone. On ne va plus les exploiter. Et donc, ils rachètent, je ne veux pas te dire de bêtises, mais je crois que c'est de l'ordre de 15% des terres agricoles d'ici 2050, il faudrait vérifier la date. Et 15% des terres agricoles, ça fait 10% des terres du pays, parce que les 2/3 du pays sont agricoles. C'est beaucoup. Putain, quand même, quoi. Tu vas racheter 10% du pays, tu vas en faire des forêts. Alors, il faut bien le faire après, il faut planter des arbres qui vont réagir au changement climatique. Mais donc, on voit qu'on est capable de pousser un peu sur des trucs. Alors, ça pose plein de questions. Faut effectivement, les éleveurs, ils ne sont pas dans une situation très agréable aujourd'hui. Donc, effectivement, il faut évidemment les aider à la transition. Ça pose la question derrière du modèle de société. Donc, combien de viande on mange? Il faut sans doute un peu accepter d'en manger moins aujourd'hui. Pas 0, mais moins. Et donc, tout ça, et je trouve que c'est un exemple intéressant. Alors, c'est un peu macro, c'est un peu pays, mais je trouve que ça fait partie des exemples qui valent le coup d'être soulignés. Je vais te poser une dernière question parce qu'on va bientôt clôturer. Est-ce que tu as un message à celles et ceux qui en ont marre, entre guillemets, qui n'ont pas envie de renoncer, mais qui veulent avoir un impact dans leur carrière et dans leur vie perso? D'abord, bravo, merci à ceux qui continuent à bosser là-dedans, parce qu'il y a aussi la possibilité de se dire il y a plein de business dans l'IA, je vais aller faire de l'IA. Alors, souvent, la beauté de la transition, c'est qu'une fois que tu as compris, tu ne reviens pas en arrière, mais ça peut arriver. Donc, d'abord, ça vaut le coup de remercier les gens qui restent dans ce secteur, même quand les situations sont plus dures. Je pense vraiment que pour le coup, il faut regarder le temps long et pas surzoomer sur 6 mois, quoi. Donc, ça reste quand même une tendance lourde, comme je l'ai dit. Moi, je serais vous, et je serais un indépendant dans ce secteur ou quelqu'un qui veut un peu bosser dans ce secteur-là. Je prendrais le sujet du risque climatique, en plus évidemment des sujets RSE, mais je me dirais, tiens, je vais aller chercher ce fil-là et je vais le tirer un peu parce que c'est un secteur nouveau, donc il y a peut-être un petit peu moins d'expertise, les boîtes vont plus chercher de l'aide et donc beaucoup bosser. Après, je réponds à d'autres questions, Isabelle, si Émilie ne me tue pas de déborder. Et donc, prendre ce sujet de l'adaptation au changement climatique comme étant quelque chose d'un peu nouveau qui va vous permettre d'arriver dans un réseau plus naissant, un peu plus restreint, plus facile à comprendre que le sujet décarbre général ou RSE qui est très très large, je pense que c'est une corde à son arc assez intéressante. Alors, il faut vivre avec un peu d'éco-anxiété parce que ça suppose effectivement de regarder les choses qui se passent mal, mais il y a aussi plein de choses qui se passent bien et des dispositifs de protection. Alors, Isabelle, la question des engagements RSE en France. Donc, le secteur public, il y a 2 sujets. Il y a le secteur public en France et la France, disons. Alors, le secteur public au sens où leur gros engagement, qui avait été notamment de former l'ensemble des fonctionnaires, c'était une priorité politique d'un gouvernement qui n'existe plus. Donc, ils en avaient fait un projet prioritaire du gouvernement, un PPG, je crois, politique prioritaire du gouvernement. Et j'avais rencontré une personne qui s'en occupait qui m'a dit c'est une PPG d'un G qui n'est plus là. Et oui, ouais. Donc, ils ont formé beaucoup de gens, et notamment parmi les hauts cadres. Ils vont avoir du mal, vraisemblablement, avec leur modalité actuelle, à aller former les X millions de fonctionnaires dont on avait parlé.
Nous, on regarde si on peut aider avec nos formations en ligne. Il faudra bien former les gens, mais voilà, 3 heures par fonctionnaire en présentiel, c'était évidemment très ambitieux. C'est déjà beau d'avoir fait ça. Le plan d'écart de la fonction publique qui avait été annoncé par Stanislas Guerini aux dernières nouvelles, il est encore valide. Je ne sais pas en revanche dans quelle mesure il a été transmis dans la loi. Et après, très vite, si on réfléchit sur la France, la France, elle suit les engagements de l'UE. L'engagement de l'UE, c'était Fit for 55, donc moins 55% de réduction par rapport à 1990 en 2030. On devrait arriver à 54 ou à 55% si tout va bien. Et l'engagement, maintenant, la question, c'est celle de l'engagement, et ça va être annoncé le 2 juillet, donc vous pouvez rester attentif, 2040. L'Europe va dire normalement 90%, ce qui est beaucoup, mais on a besoin de ça, parce qu'on va être à 0, donc moins 100% en 2050. Et toute la question de savoir dans quelle mesure elle accepte de prendre en compte des logiques de projets de compensation, donc en gros de crédit carbone à l'échelle des États, dans ce calcul. Et si ça se fait, alors ça ne sera pas des projets de crédit carbone dans les pays, puisque ça, c'est déjà pris en compte. Ça serait des projets de crédit carbone en dehors de l'Europe. Et donc, se pose toujours la même question de est-ce que c'est une bonne manière de faire ou est-ce que c'est pas repousser un peu l'échéance. Donc, la souplesse qu'on va leur accorder est là. Donc, ça va se jouer là-dedans, l'engagement. Nous, on a fait une mauvaise année carbone en 2024, après 2 bonnes années, 22 et 23 en France. Donc, ça serait bien de repartir. Et on a un vrai gros sujet. Et après, promis, j'arrête. Comme tous les pays d'Europe, on a un problème de puits de carbone. C'est-à-dire, on arrive à réduire nos émissions brutes. À nouveau, il y a des bonnes et des mauvaises années, mais on suit une tendance. En revanche, tout ça, ça marche avec, de manière générale, le truc le plus efficace du monde pour capter le carbone, c'est-à-dire les océans et les forêts, les zones humides, tout ça, les sols. Et nos forêts sont en train de s'assécher massivement. On le voit quand on a l'œil, mais moi, je n'ai pas particulièrement l'œil, donc je ne le vois pas quand je me balade en forêt. Mais en revanche, ces arbres qui n'ont plus d'eau captent. Déjà, ils sont en moins bonne santé, c'est ça qu'on voit quand on a l'œil, mais de manière générale, même s'ils restent à peu près visuellement en bonne santé, ils captent beaucoup moins de carbone. Et ça, il y a des pays dans lesquels c'est dramatique. La République tchèque, les forêts sont en train de partir en vrille de manière incroyable. En France, on a l'ONF qui essaie de protéger ça. Il faut protéger nos forêts, il faut mettre plus d'argent dans l'ONF, il faut faire gaffe à ce qu'on plante. On a un vrai sujet de santé des arbres à gérer. Et parce que sinon, avec des forêts très dégradées, on peut vraiment dire au revoir à nos objectifs bas carbone, quand bien même on capterait du carbone, on ferait du béton bas carbone et on serait tous en bagnole électrique. Si on n'a pas des forêts qui captent, on n'y arrivera pas. Merci. Voilà. Merci Antoine. Est-ce que c'est possible de de répondre ultérieurement aux questions qui sont là? Bien sûr. Moi, j'ai du temps. À 13h20, c'est ta partie et moi, après, je reprends les questions avec plaisir. On va juste prendre 1 ou 2 questions et après, peut-être que dans un post, pourquoi pas, on pourra y répondre aussi. Alors, il y a Béatrice qui vient de donner une dernière question. Alors, les leviers activés pour convaincre et embarquer des équipes en interne, par exemple les équipes conception dans une marque de mode. Alors, je m'arrête sur cet exemple et je prends la suite après. Les équipes conception dans une marque de mode, je pense qu'il est essentiel, si le levier faire plus bas carbone est affaibli parce que la direction a moins envie d'en entendre parler, parce que voilà, de l'attaquer sur l'angle adaptation. Demain, la ressource première, la matière première, la ressource naturelle que vous utilisez ne sera probablement plus là dans les mêmes quantités. Parce que le prix aura monté, parce qu'il y aura de la concurrence pour la biomasse, parce que ça sera utilisé. Donc, dans un contexte de raréfaction des ressources, c'est un levier stratégique de l'entreprise de faire preuve d'agilité pour être capable de sourcer différentes choses. Dans un de nos cours, on imaginait que demain, on ne parlerait plus de design to cost, comme avant, où on disait un t-shirt doit être fait à 10 €, maintenant démerdez-vous, vendu à 10 €, mais de design to availability. Il y a quoi comme matière première dispo à un prix raisonnable qui me permet de fabriquer mon t-shirt, ma chaise? Donc, je choquerai par l'angle du dérèglement climatique et de l'adaptation plutôt que de l'atténuation. Pareil, mobiliser autour des objectifs RSE sur la traçabilité des matières, c'est-à-dire les fournisseurs, leur empreinte carbone, on peut passer par la fenêtre. On peut dire, j'ai besoin de vérifier que mes fournisseurs sont adaptés au changement climatique, parce que sinon, demain, ils ne me livreront plus et c'est moi qui aurai un problème. Et en faisant ce travail d'enquête sur sont-ils adaptés, je leur fais remplir des questionnaires qui me permettent de comprendre aussi leur empreinte carbone et s'ils font des efforts. Donc voilà, moi, je suis désolé, je suis un peu obnubilé par ça, mais je passerai par ce fil de la nouveauté qui, à mon avis, pourrait marcher. Et les emplois dans les tendances d'emploi dans les métiers de la RSE, alors je n'ai pas les chiffres en dur de dur, mais oui, les signaux
quali plutôt que quanti de mes amis qui travaillent dans ces secteurs-là ou des chasseurs de tête sont effectivement là, pour le coup, il y a eu un tel vent porteur d'embauche qu'évidemment, au moment où on panique un peu et on se dit on ne sait pas si on va avancer, les entreprises font attention. Donc oui, pareil, la période n'est pas très bonne. À nouveau, peut-être que passer par les sujets risques climatiques qui, eux, là, dans les années à venir, vont un peu réembaucher. Ça peut être un peu malin, mais oui, là, il y a un petit sujet d'emploi de ces fonctions-là, bien sûr. Je pense qu'on va s'arrêter là, si c'est OK pour toi, Antoine. Pour pas trop déborder. Merci vraiment à tout le monde pour votre participation. Donc, n'hésitez pas, inscrivez-vous au Bootcamp RSE, suivez-nous, Antoine et moi, sur les réseaux, rejoignez la communauté Indigo pour suivre toutes les actualités RSE, ESG. Antoine, où est-ce qu'on peut te joindre? Sur LinkedIn, je réponds. Sur LinkedIn? C'est le plus facile, ouais. Ok. Eh bien, merci pour ton temps. Merci à vous. J'espère que ça vous a donné des billes. En tout cas, restez positifs. C'est hyper motivant de voir, en tout cas, qu'il y a plein de personnes qui continuent à s'engager dans ces sujets-là. À bientôt. Merci Kevin, merci Victor, merci Mel, merci Emmanuel. Merci à tout le monde. Bonne journée.